et je fais un très beau projet. On a introduit le permis, refusé, recours, refusé. Je perds 27 mois. J'étais dans le bureau du bourgmestre. J'ai dit, ça fait 2 ans que j'attends ce permis. Je dis, on trouve une solution maintenant que je suis dans vos bureaux. Quand je sors d'ici, c'est fini. J'abandonne le bâtiment, j'en ai rien à que je vais perdre de l'argent. J'ai acheté mon premier bien à 25 ans, même bien avant d'avoir commencé dans le métier d'agent immobilier. On dirait que je prenais perpète en prison, mais ça fait peur en fait, ça fait peur. 25 ans, je me dis, je vais m'engager pour 22 ans. Est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Le plus gros échec, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais perdu d'argent. Tout ce que j'ai fait en immobilier, j'ai gagné de l'argent. C'était marrant, j'avais acheté un dépôt de quelqu'un qui rachetait des lots de faillite, qui avait fait lui-même faillite. Ah merde. Ouais, donc j'ai acheté un dépôt, c'était à Wavre, je crois quelque part, c'était 4000 m². Et j'ai le curateur, il m'a dit, t'as 3 semaines pour tout vider. Salut Attila, merci de venir sur le podcast justement Belgium Invest. Merci de partager justement ton parcours. Donc en gros, si tu le veux bien, on va partager justement tout ton parcours en tant qu'entrepreneur et aussi investisseur. Donc par où tu as commencé, un peu tes échecs, qu'est-ce que tu mets en place, ton objectif futur et voilà, donc un petit peu tout ça. Ok, génial. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et puis voilà, on va pouvoir débattre de tout ça. Avec plaisir. Bah, si déjà tu peux commencer par te présenter, donc comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle, et puis après on va essayer de remonter le plus loin possible avec voilà, quelles ont été tes passions au début, parce que maintenant tu es dans l'immobilier, mais comment ça a commencé un petit peu tout le début, et puis après on va essayer de remonter jusqu'à maintenant et même plus tard dans le futur. Ok, Attila, 45 ans, acteur de l'immobilier bruxellois, je vais dire ça comme ça. Ça va faire le 1er juin 2025, ça fera 18 ans que je fais de l'immobilier. Okay, ouais. Actuellement, je suis bien sûr spécialisé dans l'achat, la rénovation, la revente. Mais à côté de ça, j'ai un parc immobilier d'investissement locatif. Ça, c'est pour mes vieux jours. C'est ma retraite, ma pension. C'est le jour où je serai fatigué des opérations d'achat-revente. Ok, ouais. Et tu es agent immobilier aussi? J'ai le titre d'agent immobilier, exactement. J'ai un numéro IP. Donc, c'était le début de ma carrière. Ok, tu es sur Bruxelles? Sur Bruxelles principalement et uniquement. Ok. Et tu as fait d'autres choses avant ou c'était quoi ton parcours, ta formation initiale? Tu as directement commencé avec l'immobilier ou un autre parcours avant? Non, j'ai eu un autre parcours avant. Donc, j'ai commencé l'immobilier. Donc, j'ai commencé ma formation à l'EFP en 2005. Okay. 2005. Et j'ai commencé à travailler dans l'immobilier, donc comme stagiaire agent immobilier, le 1er juin 2007, au sein d'une agence qui s'appelait Foncia, qui n'existe plus, mais c'était une boîte française. Okay. Qui avait plus de 600 agences en France, qui s'est installée donc à ce moment-là à Bruxelles. Donc j'ai commencé chez eux. J'étais en 3e année à l'EFP. Okay. Donc j'avais fait les 2 premières années sans faire de stage. Et la 3e année, je me suis dit tiens, c'est bien de suivre les cours, mais il faudrait peut-être aussi goûter au terrain pour voir si je vais m'en sortir et si ça va me convenir. Et du coup, le 1er juin 2007, j'ai commencé chez eux. Et après, ça aboutit sur une passion qui perdure encore aujourd'hui. Et quand tu as commencé courtage ou tu as commencé location? Bah écoute, non, j'ai eu de la chance de commencer directement dans le service vente. Alors pour la petite anecdote, j'ai été engagé le 1er juin 2007. Donc j'ai eu droit à une formation en vente express et intense au sein de l'institut de vente de chez Foncia en France. Donc je me suis rendu là-bas pendant une semaine où on m'a appris toutes les techniques de vente en fait, et spécialement adaptées à l'immobilier. C'était une semaine de cours intensifs. Je suis revenu à Bruxelles, donc j'ai continué au sein de l'agence. J'avais une personne qui était censée me former là à l'agence, mais malheureusement lui il était indépendant. Donc il m'a dit un jour, écoute, moi je suis pas payé pour te former. Hein. Donc, je me suis retrouvé face à moi-même. Et alors ce qui était très compliqué, c'est que c'était une boîte où il fallait avoir des chiffres et des performances assez rapidement. Donc, au bout du 3e mois, j'ai un de mes collègues qui vient chez moi, qui me dit, écoute, Attila, il te reste 15 jours, tu fais pas une vente, tu sautes. Donc, voilà, c'était ma première expérience, mes débuts dans l'immobilier. Et donc là, j'ai redoublé d'efforts et finalement, j'ai réussi à faire une vente qui m'a permis de sauver ma tête, en fait, et de continuer au sein de l'agence. Et je pense que c'était un moment très crucial dans ma carrière parce que c'est cette vente qui m'a donné la confiance, en fait, à ce moment-là, en tant qu'agent immobilier, et qui m'a un peu donné ce déclic, en fait, dans la profession. Et ensuite, les mois qui ont suivi, le mois de septembre, par exemple, j'ai fait 2 ventes, le mois d'octobre, j'en ai fait 3, le mois de novembre, j'en ai fait 4. Et pour finir, au sein de cette agence, au bout d'1 an, j'étais le meilleur vendeur de Bruxelles, parmi une dizaine de vendeurs. Comme quoi, un petit coup de pied au cul parfois, comme on dit. Ouais, exactement, hein, quand on sent la pression. Mais c'était pas évident parce que c'était mes débuts. Ok, j'avais vu 2 ans de théorie, mais j'avais pas de terrain, en fait. Oui, ils t'ont abandonné carrément sur le terrain. Enfin... Ouais, exactement. J'étais livré à moi-même et du coup, voilà, c'était pas évident. J'étais pas accompagné. Mais par la suite, voilà, à partir du moment où j'ai eu ce déclic et j'ai compris un peu le fonctionnement,
à ce moment-là, là, tout s'est enchaîné. Tu te rappelles ce que tu as vendu, ton premier? C'était appart, maison? C'était un appartement au 2e étage, avenue Marius Renard, numéro 27, dans une tour Anderlecht qui compte 30 étages, où c'est galère parce qu'il y a des charges incroyables. Et c'était ma première vente. Et tu te rappelles du prix, plus ou moins? Parce que c'était il y a... 160 000 €. Pour combien de chambres? 3 chambres. Ah oui. Okay. Ouais, mais c'est dans ces espèces d'énormes copropriétés cage à pigeons. Oui. Voilà, même aujourd'hui, je sais pas si ça vaut beaucoup plus. C'est des immeubles qui ont été construits dans les années 60, ils continuent à se dégrader, il y a toujours des frais à faire. Donc, ouais, de plus en plus. Voilà. Ok, super. Et t'es resté combien de temps, du coup, dans cette agence? J'ai quitté l'agence vers 2009. Okay. Donc, je suis resté 2 ans. J'ai fini ma 3e année à l'EFP. Ensuite, j'ai fait mon stage hippie auprès de mon maître de stage dans cette agence-là, Monsieur Geertz. S'il me voit, je lui passe un bonjour. Et du coup, j'ai décollé. Je me suis dit, OK, je suis prêt. La question était, est-ce que je continue au sein d'une agence immobilière ou est-ce que je travaille à mon compte? J'ai passé le cap tout de suite. Je suis parti. J'ai ouvert une agence qui s'appelle Directimo sur la place Mézère à Schaerbeek, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Je suis toujours le fondateur et l'actionnaire principal de cette entreprise. J'ai un directeur d'agence qui gère les opérations en fait, de l'agence immobilière, mais je suis quasi plus du tout actif au sein de l'agence. Parce que je me concentre principalement sur mes opérations d'achat-vente, en fait. Okay. Marchand de biens. Et dans ton agence, c'est achat-location? Tu t'occupes aussi de tout ce qui est gestion locative ou... Vente et location. Mais on va dire qu'on a accès à 90% sur la vente, 10% de location. Et j'ai un de mes collaborateurs qui est indépendant, qui lui s'est amusé à commencer à faire de la gestion locative. Je lui ai dit, écoute, mets pas les pieds là-dedans parce que tu sais pas ce que c'est. Moi, j'en ai eu 1 ou 2 dans ma vie. J'avais fait plaisir à des propriétaires à qui j'avais vendu des biens. C'est beaucoup d'administratif, c'est fatigant. Moi, ça me passionne pas du tout. C'est un métier de bureau. Il faut rester derrière son écran, vérifier que le locataire a payé son loyer, faire des petites interventions par-ci, par-là. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est quelque chose qui est pas rentable par rapport au temps dépensé. Et donc, mon collaborateur aujourd'hui, il gère 45 biens. Et je vois que point de vue vente, ces chiffres sont en baisse, quoi. Et je dis, écoute, Alex, tes calculs sont pas bons. Je dis, l'énergie que tu dépenses là-dedans, si tu le mettais dans la vente, tu fais 50 000 € par mois de chiffre, donc tu me factures 20 000 €. Donc voilà, essaie de trouver le truc. Mais après, voilà. Il y en a qui préfèrent un peu l'aspect sécurité parce que tu as des revenus récurrents, tandis qu'en vente, voilà, c'est pas sûr. Tu peux faire un mois à zéro, tu passes à côté de ton mois, quoi. Oui, c'est ça, oui. On y reviendra, par exemple, pour tout ce qui est période Covid, ça a impacté. Mais là, pour le moment, tu desserres quelle région, justement, avec cette agence? On est sur Bruxelles, on travaille sur Schaerbeek et les communes adjacentes, en fait, avoisinantes. Le nord, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bruxelles Nord, Est. Ouais, on est principalement actif sur Schaerbeek. Bon, maintenant, on a une certaine notoriété parce que ça fait 15 ans que l'agence est là. Et du coup, c'est le secteur dans lequel on a le plus de demandes de mise en vente, etc. Ok. Et donc voilà, donc tu as constitué ton agence avant, et puis après ça, tu t'es dit, tu t'as investi en parallèle, tu as eu des prix justement par l'investissement en privé ou... Oui, exactement. Mais au fait, au fur et à mesure où je construisais ma carrière d'agent immobilier, j'avais certaines opportunités de faire des investissements. Et donc, j'ai commencé ça très tôt, au fait. J'ai acheté mon premier bien à 25 ans, même bien avant d'avoir commencé dans le métier d'agent immobilier. Et donc, ça s'est fait un peu par hasard. C'est mon beau-frère, qui est courtier d'ailleurs, et qui est toujours mon beau-frère, c'est l'époux de ma sœur, qui voulait acheter un appartement avec ma sœur, donc il voulait emménager dans un appartement. Et puis finalement, ils n'ont pas fait l'achat de ce bien. Et puis ma soeur me dit, est-ce que tu l'achèterais pas toi? Mais à l'époque, j'étais indépendant, donc je pensais pas trop immobilier, j'étais dans l'import-export en fait. Et je dis, ah oui, pourquoi pas? Je dis, mais je sais pas comment ça fonctionne. Mon beau-frère qui est courtier me dit, mais écoute, je vais t'expliquer, c'est très simple, tu viens chez moi, je te fais ton crédit, tu achètes le bien, et tu le mets en location, etc. Je dis, ah ouais, pourquoi pas? Je l'ai fait. Donc j'ai fait les travaux moi-même dans cet appartement-là en plus. Donc parce que j'avais 25 ans, j'avais pas énormément de sous, donc j'essayais d'optimiser les moindres petits coûts. Donc, j'étais capable de faire 7 magasins pour trouver une lampe qui coûterait 10 € moins cher que dans le premier magasin, en fait. Ouais. Voilà, j'avais pas encore cette méthode de calculer comme aujourd'hui. Je me dis, le temps, pour moi, est plus important que le prix que je vais dépenser sur certains postes. Et du coup, j'ai mené cette première opération. C'était la rue Martin Pfeffer, je sais plus exactement quel numéro. C'était sur Molenbeek-Saint-Jean, un appartement au dernier étage. Et donc, j'ai acheté, c'était mon premier bien. J'ai fait les petits travaux moi-même. Je crois que je m'en suis sorti pour finir pour 10 000 €. Pour rafraîchir et rénover les biens. C'était pas les rénovations que je fais aujourd'hui, mais voilà, c'était correct. J'ai mis ça en location. L'appartement a été loué. Par contre, le plus grand stress que ça m'avait généré, c'était lorsque je devais signer ma lettre de crédit. En fait, je me suis retrouvé face à une situation où je me suis dit, putain, je vais prendre 22 ans dans ma gueule, quoi. On dirait que je prenais perpète en prison. Mais ça fait peur, en fait. Ça fait peur. 25 ans, je me dis, je vais m'engager pour 22 ans. Est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? J'avais payé ça à l'époque 110 000 € plus frais de notaire. C'était, à l'époque, on avait droit à l'abattement. Donc, je me suis domicilié dans le bien. Mais c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait rester 5 ans. Donc, on n'était pas obligé de rester 5 ans. Donc, je me suis domicilié. Au bout de 2 mois, j'ai réemménagé dans la maison familiale et j'ai laissé le bien en location. Donc, j'ai eu droit à l'abattement. Et puis, j'ai mis un locataire.
Donc c'était tout à fait légal à l'époque. Et alors j'ai mis un locataire qui louait ça plus ou moins à l'époque, c'était 700 €. Et moi je devais rembourser, genre j'avais pris 22, 23 ans, 500 ou 520 € par mois. Je me disais, tiens, c'est sympa, ça me rapporte 200 € par mois. J'ai compris le système. Et ensuite j'ai eu des opportunités qui sont offertes à moi, parce que j'avais commencé comme agent immobilier chez Foncia. Et là j'ai commencé à acheter de manière plus récurrente. Donc en 2007, j'ai acheté 2 voire 3 biens. En 2008, j'ai acheté un immeuble de rapport. En 2009, j'ai continué à racheter encore 1 ou 2 biens. Et donc, petit à petit, comme ça, je me suis constitué un patrimoine. En fait, ce qui me faisait très peur au début, à la fin, c'était amusant. Je prenais des crédits sur 30 ans. Pourquoi? Parce que j'avais un plan bien défini dans ma tête. C'était me constituer un patrimoine où j'ai le maximum de liquidité. C'est ce que mon beau-frère m'avait expliqué, le courtier. Donc, il m'a dit, voilà, quand tu as du cash flow positif, à ce moment-là, ben, on peut toujours te financer. Et on me finançait 120% à l'époque. Donc, ça veut dire que c'était le prix d'achat, les frais d'enregistrement, plus tu pouvais demander une enveloppe travaux. Voilà, exactement. Et les conditions de financement, elles n'étaient pas strictes. Tu ne devais pas avoir des apports ou quoi que ce soit. C'était la belle époque. Hein. Les vannes étaient ouvertes et les banques finançaient à tout va. Donc, je suis content aujourd'hui, avec autant de recul, d'avoir pu emprunter et puis acheter autant de choses, en fait. Bon, ces premiers biens-là, c'était des appartements qui étaient disséminés un peu partout. Je ne regardais pas la commune du moment que le prix était intéressant. J'achetais, en fait. Hein. J'en ai revendu certains parce que ça m'a permis ensuite d'investir sur des plus gros bâtiments, en fait. Et parce que j'avais des plus-values à la clé au bout de 5 ans. Je revendais, je n'étais pas taxé sur la plus-value. Les liquidités que j'avais, donc la plus-value que j'avais, ça me permettait d'avoir des apports plus importants pour acheter des plus gros biens. Et bon, c'est une question compliquée, mais tu te rappelles un peu du taux à l'époque? Parce que c'est vrai que le taux devait être... C'est bien plus élevé, oui. Je me rappelle, on était aux alentours de 4,5%. Ça va encore, enfin par rapport à ce qu'on a vécu. Ça va, et en fait, ce qui se passe, c'est que ce que j'achetais, c'était des opportunités. Hein. J'achetais pas au prix du marché. Hein. J'arrivais à avoir des affaires qui étaient à quand même 20-30% en dessous du prix du marché. Et du coup, le taux, je m'en foutais, en fait. Parce que mon plan était bien défini. C'était vraiment, je calculais ce que je dois payer par mois et quel était le potentiel locatif. Et quand je voyais qu'il y avait un delta de 300 € dessus, je me disais, OK, je fonce. Je m'en fous du taux. Parce que je savais que ces unités-là, au bout d'un petit temps, au bout de 5 ans, parce que j'achetais en privé à l'époque, dès que le délai de la plus-value était passé, j'allais les revendre. Donc, c'est ce qui m'anime. C'était acheter le plus possible. Et tant que la banque me suivait, je me disais, OK, c'est ouvert, j'y vais. C'est pour ça qu'on se disait la dernière fois dans un autre podcast, il faut vraiment définir la stratégie dès le départ, parce qu'une fois qu'elle est là, ben, ça coule de source et puis tu as beaucoup plus facile pour basculer d'un bien à un autre. Et surtout, plutôt pouvoir te dire, ben, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, d'ici 20 ans, quand je serai pensionné, ben, j'aurai vendu autant, j'aurai ça. Et autre chose aussi que tu as dit tout à l'heure, c'est que tes biens étaient éparpillés un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as tout rassemblé plutôt dans des immeubles de rapport par facilité de gestion, ou c'est plus, de nouveau, tu as des biens qui sont éparpillés un peu en lot, un peu partout dans Bruxelles? Aujourd'hui, non. J'ai plus d'unités distinctes dans des copropriétés. J'ai que des blocs. En fait. C'est plus facile pour la gestion. Tu es maître de ta copropriété. Même pour les travaux, rénovation et ainsi de suite. Exactement, pour les travaux de rénovation. Si par exemple, tu sais, maintenant on est à un stade où l'investissement immobilier devient un peu plus complexe. Pas à cause de l'immobilier en soi, mais à cause de la législation. En fait, bon, je sais qu'on passe un peu de ça à ça, mais c'est très bien. Ce qui se passe, c'est que, voilà, pour le moment, il y a des choses qui sont mises en place, comme je l'ai dit la dernière fois, qui sont d'une catastrophe inégalée pour moi. Donc, premièrement, ce qu'on a décidé de faire il y a 2-3 ans, c'était de dire, voilà, d'ici il faut faire des PEB, mais ça existe depuis 10-15 ans, on est d'accord. Mais là, maintenant, ce qu'ils ont dit, c'est que pour 2030, il faut que tous les biens immobiliers aient leur PEB. On veut le faire un cadastre. Lorsque toi, tu occupes ton bien, tu n'as pas d'obligation d'avoir un certificat énergétique de ton bien. Ce n'est pas obligatoire, c'est seulement si tu le mets en location, si tu le vends. Là, maintenant, même le propriétaire occupant, pour 2030, il doit avoir un certificat énergétique de son bien. Pourquoi? Parce qu'en 2033, on veut que le label F et G disparaît dans un but de décarbonisation, d'optimisation, d'utiliser d'être moins dépendant des ressources polluantes, etc. Et alors, ça engendre quoi? Ça engendre qu'aujourd'hui, on est chaque fois obligé d'augmenter son label énergétique. C'est bien pour le marché immobilier parce que voilà, il y a des trucs positifs, mais à côté de ça, ça peut être dramatique pour certaines personnes. Je vais t'expliquer pour qui. Admettons, ton papa, ta maman, ils ont leur maison dans laquelle ils vivent depuis 25 ans. Okay? C'est une maison bruxelloise qui fait 250 mètres carrés. Le label est G. En 2033, ils veulent passer à la taxation. C'est-à-dire que si tu es encore dans le F ou dans le G, tu vas être taxé. J'ai déjà fait des simulations sur les taxes d'une maison unifamiliale bruxelloise qui est dans le label G. Tu peux être entre 50 et 100 000 euros. Tu te rends compte? Mais ses parents ne travaillent plus parce qu'ils sont pensionnés. Mais est-ce qu'ils ont 100 000 euros à mettre ou 120 000 euros pour faire disparaître le label F et G?
c'est une catastrophe, on est d'accord. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que ces gens vont faire. Donc, quoi? On va les forcer à vendre leur maison parce qu'ils sont incapables de rénover énergétiquement parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est pas qu'ils veulent pas, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, déjà, ça va être un gros problème pour 2033. Mais ça nous pend au nez, hein, c'est tout prêt. Hein. Ouais. Là, maintenant, depuis le 1er mai, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une grille contraignante des loyers. Mais c'est un truc de malade, en fait. J'ai fait un test pour t'expliquer. Donc, je viens de finir un projet rue du Noyer 110. Donc, c'est un immeuble que j'ai racheté il y a 2 ans. J'ai fait un permis d'1 an que j'ai pas obtenu pour une réhausse de 3 étages. On m'a dit que tu crées trop de logements. Je comprends pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ça. Ils m'ont dit c'est de la surdensification. Pour moi, ça veut dire que tu crées trop de logements. Ok, ça va, je crée trop de logements. Bon, on va rester sur 4 unités. Je rénove complètement cet immeuble. J'arrive à des labels PEB C+. Je vends à la découpe dernièrement. J'ai vendu en moyenne 430 000 € par unité. Des appartements de chambre, 85, 90 mètres carrés avec terrasse. Label C+. Le 2e étage, j'ai vendu ça au consul de Belgique au Mexique. Lui, il l'a acheté à titre d'investissement. Sur le plan financier, ce bien, il a été vendu il y a 3 mois, avant que tout ça rentre en vigueur. Ce bien a un potentiel locatif de 1 500 à 1 600 €. Tu fais un calcul vite fait, x 12, divisé par le prix d'achat, ça te donne une rentabilité de plus ou moins 4,5%. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Pour un bien qui est top situé, top rénové, pendant 20 ans, c'est une copropriété qui est entièrement rénovée, t'as pas de prise de tête, c'est impeccable, il n'y a pas de charge commune, il n'y a rien. Je fais le test, je vais sur le site de bruxelles.logement. Tu dois encoder, il y a quelques petites questions pour te donner le prix moyen de l'allocation dans cette rue pour ce type de bien. Déjà, les questions, c'est un site qui est incroyablement inefficace. Il se distingue par son inefficacité. On te pose 5 questions, dont une question, est-ce qu'il y a un espace récréatif? Mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, c'est un espace récréatif? Est-ce que tu as des plaines de jeux dans des appartements au 3e étage? C'est complètement malade. Il te demande si le bien date d'avant 2000 ou après 2000. Il te demande même pas quand il a été rénové. Donc, il n'y a pas des questions qui permettent de vraiment déterminer la valeur locative de ce bien. Je fais le test dessus. Tu sais combien il me dit? 1000 balles. Ah oui. Ouais. Donc, ça veut dire que si tu dépasses, parce que tu as un droit d'être à 20% au-dessus, mais pas plus. Donc, si tu le loues à 1 500 €, cet appartement-là est considéré comme un appartement ayant un loyer abusif. Donc, le locataire pourrait se retourner envers le bailleur en lui disant « J'estime que mon appartement est trop cher sur base de la grille tarifaire. » Donc, finalement, ça crée 2 problèmes. C'est le propriétaire investisseur, à un moment donné, va se retirer du marché. Parce que déjà, son calcul de plan financier va être faussé. Il faut qu'il aille sur la grille locative pour pouvoir se donner une idée fiable du plan financier. Si je sais que ça vaut maximum 1 200 €, mais je ne vais pas l'acheter à 430 000 € cet appartement, en fait. Je vais le payer 320 000 €. Mais il vaut 430 000 €, parce que déjà, c'est mon produit à moi. Et du coup, ça va avoir des effets néfastes. Premièrement, les investisseurs ils vont se poser 2 fois la question à savoir, OK, est-ce que je rentre dans cet investissement ou pas? Quand bien même on leur dit, oui, mais c'est pas très contraignant, c'est que vous vous retrouvez devant un CPL, commission paritaire locative, et vous pouvez expliquer pourquoi vous le louez plus cher parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Mais qui a envie de s'emmerder avec des conneries pareilles? De se dire, je dois aller me retrouver devant une commission pour pouvoir expliquer pourquoi je loue mon bien à ce prix-là. Mais c'est une dinguerie, en fait. Et encore faut-il que ce soit accepté après. Il faut encore soit accepté. Ben, je sais pas, moi j'ai 300 ou 400 000 balles de côté. Pourquoi je vais prendre le risque de faire ça? Qui a envie de se retrouver, perdre du temps devant un juge, en fait? Parce qu'en fait, le locataire, même si dès le départ, il dit « Ok, je suis d'accord de payer plus cher que la grille contraignante », il a toujours le droit, cette faculté d'aller quand même chez le juge et demander une baisse du prix. Voilà, déjà premièrement ça. Deuxièmement, ben, ça va déréguler le marché. Parce que si, moi en tant qu'investisseur aujourd'hui, tiens, je viens d'avoir quelqu'un qui m'a proposé un immeuble, 4 unités, rue Adolphe Lacombe tout à l'heure. On parlait sur un prix moyen de 700 000 € si j'achète l'immeuble. Il a des loyers moyens de 800 €. Je le paye un peu au-dessus du prix si je l'achète. Voilà, parce que j'aime bien la situation, ça concentre tout mon patrimoine en fait. Et j'ai un peu trop de liquidité pour le moment, j'ai envie de faire des placements. Mais si je me base sur cette grille et je regarde que les loyers dans ce quartier pratiqué, ils doivent être que de 700 €, je fais 4 x 7, 2008 x 11, 30 000 € par an, je divise par 5%, ça me fait 600 000. Alors que la valeur de l'immeuble à la découpe, c'est 800 000 même, hein, tu vois. Oui, et du coup, je vais me dire, ouais, mais pourquoi je vais payer 700 ou 800 000 € pour un immeuble qui, au final, sur base d'un investissement, sur base de la grille des loyers, vaut que 600 000 €, tu vois. Donc, j'ai peur qu'à terme, ça ait un impact négatif sur l'immobilier bruxellois, que les prix peut-être vont chuter. Peut-être, hein, je le dis pas, hein, moi je l'espère pas, parce que voilà, moi, toutes mes billes sont dans le même panier, moi. J'y crois pas trop, mais par contre, ça peut freiner beaucoup d'investisseurs à investir. Et qui, en général, crée des biens pour la location? C'est les investisseurs. Complètement. Voilà. Donc, si surtout, c'est nous qui rénovons quelque part et qui améliorons les PEB, parce que quand tu achètes un PEB qui est G, qu'on te dit tu as droit à une réduction sur ton taux d'intérêt si tu améliores le PEB, ben on fait des travaux en général. Et avant de faire tes travaux pour le mettre en revente, ben il faut que le
le bien soit au minimum adéquat. Et donc, on va déjà améliorer quelque part ces PEB en faisant des travaux et en investissant. Mais maintenant, si on nous met encore un frein quelque part sur les loyers, ben, ça va impacter tous les autres maillons de la chaîne, quoi. Ouais, exactement. Et puis, il faut pas oublier une chose, hein. Je comprends pas comment on peut faire ça en Belgique. Là, pour le moment, on n'a pas de gouvernement bruxellois. Et c'est le gouvernement, comment on appelle ça, temporaire ou transition, qui fait passer cette loi. C'est un truc de malade. Ça fait 1 an, on n'a pas de gouvernement, on a voté. Mais par contre, tu as le gouvernement qui fait passer des lois. Voilà, c'est toute l'ambiguïté du système politique belge, je trouve. Et puis le fait qu'on n'ait pas de gouvernement, ça pose d'autres problèmes aussi, hein. J'ai un immeuble que je suis en train de rénover, que je veux mettre à disposition d'une agence immobilière sociale. Donc, quand tu fais des rénovations et que tu mets à disposition d'une agence immobilière sociale, tu as droit à des primes de catégorie C. Quand je fais de l'achat-revente, j'ai droit aux primes de catégorie A. Tu as A, B, C. A étant la plus faible, C étant la plus haute. Je suis en train de rénover cet immeuble. Là, aujourd'hui, je me retrouve bloqué sur certains postes, l'isolation de la toiture, l'isolation de la façade arrière, l'isolation des plateformes, etc., etc. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas de gouvernement, on ne sait même pas si on aura encore des primes ou pas. Donc, c'est ça tout le paradoxe. C'est qu'on te dit pour 2030, il faut que tout le monde ait un certificat énergétique. Pour 2033, il faut que tout soit F et G soient disparus. Aujourd'hui, on n'a pas de gouvernement. Les primes, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais si c'est comme en Wallonie, ils les ont baissés de 60%. Et du coup, on crée des lois, on essaie de faire bien, je pense, hein, parce que je trouve pas que ce soit quelque chose de mauvais, hein, d'essayer d'augmenter initialement. Voilà, ça part d'une idée qui est, pour moi, qui est intéressante. Mais par contre, on te donne pas les moyens de le faire. Et alors, surtout, les années, elles passent vite, hein. Tu sais, dans le parc immobilier bruxellois, je crois qu'il y a 500 000 unités d'habitation. En termes de temps, t'as pas assez d'entrepreneurs pour te faire ces travaux. Donc aujourd'hui, il faut vraiment une réforme où ce soit clair, on te dit voilà les primes, voilà comment il faut faire, et qu'on informe le public. Nous, on est professionnels, on est au courant. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas encore au courant de tout ça. Mais je vois que le marché change parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'immeubles en bloc qui sont mis en vente sur le marché. Oui, ça on voit aussi. Voilà. Là, pendant tout un temps, il n'y en avait pas. Parce que les investisseurs, ce qu'on aime bien, c'est les blocs béton, 4, 8, 10 unités, etc. Des beaux produits à garder. Là, je vois qu'il y en a de plus en plus qui viennent sur le marché. Ça, c'est tous les propriétaires bailleurs qui commencent à être au courant de la réglementation. Voilà. Ils se disent, OK, j'ai 2 contraintes. Premièrement, les rénovations énergétiques. Deuxièmement, la grille tarifaire. Donc voilà, maintenant, l'avenir nous dira comment on va avancer. Mais voilà, il y a des moments où je ne suis pas très optimiste. Après, moi, je fais... voilà, j'ai mon parc immobilier, une trentaine de biens pour lesquels ils sont la plupart entièrement rénovés. Je suis sur des labels entre C et D, donc je suis tranquille. Ça ne me dérange pas. Mais par contre, pour mes nouveaux investissements, je vais me poser la question où ma manière de négocier va être différente. Et les autres produits que je fais, c'est principalement destiné à l'achat-vente. Et du coup, là, voilà, j'ai un niveau de qualité et de finition qui est assez élevé. Et pourquoi? C'est parce que c'est des gens qui veulent occuper le logement et qui répondent à toutes les normes en vigueur actuellement, en fait. Et comme tu le dis, rien que les subsides, c'est le parcours du combattant. C'est ça le problème aussi. C'est qu'ils te font croire que tu vas pouvoir bénéficier de subsides, mais en fait, c'est tellement compliqué de les avoir que tout le monde ne peut pas les avoir. C'est pas bien communiqué non plus. Ça se joue à la ligne. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je m'amuse pas avec toute cette paperasse et cette administration. Je passe par des sociétés tierces qui sont comme par exemple Prime Service. Salut Robin, je te fais un peu de pub. À qui tu confies ton dossier. Ok. Tes devis, etc. Ils vont analyser ton dossier, ils vont déjà te faire une simulation des primes que tu peux obtenir. Ensuite, ils vont vérifier à ce que les factures soient correctement établies par l'entrepreneur, etc. S'il y a des documents manquants, tous les documents manquants, ils vont te demander de les fournir au fur et à mesure et ils s'occupent de toute la partie administrative. Et au passage, il y a un prélèvement entre 10 et 15% du montant des primes que tu as pu obtenir. Mais par contre, c'est automatisé et ça fonctionne hyper bien. Non, complètement. Ouais, parce que je sais pas si vous avez déjà des reportages à la télé où il y a des gens qui ont demandé des primes, ça fait plus ou moins un an, on leur envoie chaque fois, tiens, il manque un document, la personne essaie de se débrouiller, elle doit contacter l'entrepreneur pour faire modifier parce que ça a été mal libellé, etc. Donc ici, c'est une manière... Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de gagner du temps sur chaque poste administratif que j'exécute dans le cadre de mes projets. Pourquoi? Parce que je suis passé à une échelle de travail qui est beaucoup plus importante. Là, par exemple, voilà, en gestion privative, j'ai une trentaine de logements. J'ai automatisé par l'intermédiaire d'une application qui permet d'avoir le suivi, qui permet de voir les paiements de loyer, qui envoie des mails automatisés si c'est pas payé. Je sais voir quand arrive à échéance un bail, quand il faut le renouveler, le résilier, etc. Donc là, il y a une gestion qui est complètement automatisée, c'est très chouette. À côté de ça, pour mes projets de marchand, donc achat-vente avec VDB Capital, là, pour le moment, j'ai en cours de développement, je pense, une trentaine d'unités. J'ai 16 unités à Nivelles, 2000 m². Là, j'ai 1100 m² rue Colonel-Bourg. J'ai rue Wallem où j'ai 250 m². Et du coup, ces produits-là me demandent beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est définir les plans, essayer d'obtenir les permis. Une fois que tu as les permis, suivre les travaux, tu es en collaboration avec ton architecte, ton avocat, parce que les permis, c'est une catastrophe. Les entrepreneurs, les suivis de chantier, je le fais en général moi-même. Donc, je décharge mon architecte de le faire parce que voilà, c'est un coût que je peux
résorber grâce à mon expérience. Et du coup, j'essaie de... Et ensuite, à côté de ça, je continue toujours à chercher des nouvelles opportunités. Je fais des opérations aussi où je prends des petites options par-ci par-là, que je cède assez rapidement. Je fais des passes décisives comme Kevin De Bruyne, comme dans l'immobilier, j'appelle ça des passes décisives. Et c'est des petits extras comme ça qu'on s'offre où on met pas beaucoup de temps dans des opérations. Donc, je préfère consacrer du temps à ça parce que c'est vraiment là que je gagne ma vie, en fait. C'est pas en faisant de la gestion locative, mais voilà, en perdant du temps dans l'administratif. Le travail du terrain, c'est être à l'affût. Je reçois des propositions, je reçois une dizaine toutes les semaines en fait. Donc voilà, je trie sur le volet, j'analyse les dossiers, je regarde ce qui est bon, ce qui est pas bon. Voilà, ce qui est bon, je visite, etc. Du coup, ça demande pas mal de temps, quoi. Et puis il y a le suivi des dossiers bancaires, c'est pas évident non plus. Donc j'ai une super banquière, elle est très sympa, chez ING. Salut Laurence. Et elle fait du super taf. Non, mais c'est important, franchement, parce que voilà, je fais toutes mes opérations en société. Et j'ai 5-6 sociétés, donc des fois, je dois faire des bilans consolidés pour prouver la solidité, pour pouvoir prétendre à tel emprunt, etc. Et les banques, voilà, sont beaucoup plus regardants sur les chiffres, etc. Donc, quand bien même tu as une belle notoriété au sein de ta banque, obtenir des crédits, voilà, c'est plus comme avant où ça se faisait en claquement de doigts, quoi. Donc, chaque dossier à constituer. Tu sais, quand tu fais une opération à 1,5 million, par exemple, je veux dire, ou 2 millions, tu dois mettre grosso modo 30% en achat-revente sur la table. Mais à côté de ça, voilà, tu dois faire des expertises sur la valeur actuelle, tu dois déterminer ton plan financier, tu dois avoir l'expertise ING ou des autres banques qui te font des expertises data pour la banque, tu dois avoir des devis d'entrepreneurs. Enfin bon, le devis d'entrepreneur, c'est bien, mais tu sais, quand tu as un projet de 1100 mètres carrés, moi je travaille avec des entrepreneurs en éclaté, donc je ne vais pas m'amuser à faire des devis avec tout le monde. Donc ce qui se passe, c'est que je fais une liste moi-même et aujourd'hui, ils acceptent mes devis comme un devis d'entrepreneur, en fait, parce qu'ils savent que mes plans financiers tiennent la route. Je vois toujours très bas en termes de revenus, parce que je me dis, si c'est plus haut, c'est du bonus. Et pour le moment, je touche du bois, c'est toujours du plus haut. Donc voilà. L'historique qui va avec, bien sûr. Ouais, c'est ça. Tu as ton track record, effectivement, qui est important aussi au sein de ton institution financière. Du coup, tu t'es lancé en tant qu'indépendant. Dans un premier temps, les premiers investissements, tu l'as dit, tu les faisais en privé, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, j'étais indépendant très jeune. Moi, j'étais indépendant à 21 ans. Ok. 21 ans. En fait, j'avais créé ce qu'on appelle aujourd'hui, c'était à l'époque, on appelait ça un cybercafé, un internet café. Ah oui. Ouais, c'était la première fois que j'étais indépendant. C'était fin 2021, début 2022. Ouais, je devais avoir 21, 22 ans. Donc, c'était un truc qui était très tendance. J'avais senti le truc. Et donc, j'avais ouvert un établissement. On avait une vingtaine de PC où tu avais plein de jeunes qui venaient jouer Counter-Strike en réseau. Et donc, j'exploitais cet établissement. Je l'ai exploité pendant 2 ans et demi, au fait. Et puis après, comme ça a commencé à pousser comme des champignons un peu partout, j'ai vu mon chiffre d'affaires chuter, j'ai revendu le projet. Enfin, j'ai revendu mon établissement. Et ensuite, j'ai fait un peu d'import-export. En fait, j'ai travaillé... en fait, la personne qui m'a racheté le commerce, c'était un monsieur africain. C'était pour son fils, pour qu'il s'occupe un peu. Et lui faisait de l'import-export de pagne, du Vlisco en Afrique. Oui, j'ai travaillé un peu avec lui. Comme j'avais des fonds de la revente, il m'a dit, est-ce que tu veux pas investir avec moi? J'ai dit, qu'est-ce que je vais gagner? Il me dit, écoute, sur le montant que tu investis, tu peux prendre 20-30% tous les mois. Je me dis, j'étais jeune, j'avais 24 ans à l'époque, je devais avoir 25-30 000 euros avec la vente de mon fonds de commerce. J'ai dit, ok, ça va, on le fait ensemble. J'ai mis 30 000 balles avec lui. Tous les mois, je prenais 4-5 000 balles. Bon, c'était marrant parce qu'on allait à Anvers, puis on allait à Paris, etc. Donc, on vendait des pagnes. C'est les vêtements typiques africains, là, colorés, etc. Super jolis que les mamans africaines mettent. Donc, j'ai fait un peu ça. Ensuite, après ça, ce que j'ai fait, c'est je m'étais mis en relation avec une société à Anvers qui vendait des containers de sociétés qui ont fait faillite, etc. Donc, c'était des lots. Je rachetais des lots avec n'importe quoi dedans. Donc, ça pouvait être des chaussures pour enfants, ça pouvait être... tu savais pas initialement ce qu'il y avait dedans. Tu avais une pièce où on te montrait ce que c'était. J'ai fait un peu ça. J'ai travaillé à ce moment-là aussi avec des curateurs. Donc, comme j'étais dans ce secteur, je commençais un peu à avoir des contacts, des curateurs. C'était marrant. J'avais acheté un dépôt de quelqu'un qui rachetait des lots de faillite, qui avait fait lui-même faillite. Ah merde. Ouais, donc, j'ai acheté un dépôt, c'était à WAF, je crois, quelque part. C'était 4000 mètres carrés. Et j'ai le curateur, il m'a dit, t'as 3 semaines pour tout vider. 4000 mètres carrés. Le pire, c'est que j'avais même pas d'endroit où tout ranger tout ça. J'avais acheté ça avec un ami. On s'est retrouvé avec des trucs, mais incroyables. Je te dis, des chaussures pour enfants, des racks en étagère, des systèmes d'alarme sur palettes. Et on a tout racheté. On s'est débrouillé pour essayer de les stocker à Bruxelles. Et alors, on a commencé à les revendre. Attends, j'ai été faire les marchés. Je faisais les marchés, hein. J'ai fait l'abattoir, j'ai fait le marché du jeudi, du vendredi, je sais pas où. On ouvrait nos stands, j'avais pris une carte de marché ambulant, ça s'appelait, et je vendais ça sur la place publique en fait. Hein. Et à côté de ça, ce qu'on faisait, par exemple, c'était assez marrant, le système d'alarme. J'appelle un ami qui est électricien, j'écoute, j'ai 6 palettes de systèmes d'alarme. J'ai essayé d'appeler des sociétés d'alarme en Belgique, ils m'ont dit non, il faut avoir, à l'époque, c'était
Une norme à respecter. Elle ne respectait pas les normes. Je me dis, merde, je fous de quoi là? J'ai 6 palettes de marchandises. Et alors, j'ai appelé un ami qui était un peu électricien. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il m'a dit, écoute, on va essayer de faire un kit. Hein. On prend 4 détecteurs, on prend une centrale, on prend ci, on prend ça, on prend ça. Et puis, finalement, j'ai fait des kits comme ça. J'ai fait des photos que j'ai revendues sur eBay. J'en ai vendu un peu partout dans le monde. Je crois que j'en ai sorti 300 et ils se vendaient en moyenne à 300 ou 300 € près. Ouais. Le pire de l'histoire, tu sais quoi? C'est que je les ai jamais branchés ensemble. J'ai jamais su si ça fonctionnait. Et finalement, on a terminé cette opération. Je me rappelle, on a mis plus ou moins 25 000 € pour acheter tout le dépôt de 4000 m². On en a sorti 75, 80 000 € avec mon ami. Et on a fait moitié-moitié. Il nous restait genre 25, 30 000 € chacun. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé au carrefour de ma vie. J'avais 25 ans, je faisais ça. Je me disais, tiens, c'est bien, mais c'était en dents de scie. Il y a des jours où je trouvais de la marchandise à acheter et à revendre. Il y a des jours où je trouvais rien. À un moment donné, j'étais un précurseur avant qu'Alibaba, etc. existent. Hein. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà commandé en Chine des pocket bikes. Vous vous rappelez ce que c'est? C'est les toutes petites motos là qu'on monte dessus. Là. Ah oui, j'avais fait venir un container de Chine de pocket bike. Et encore, Alibaba n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Les AliExpress où on fait du dropshipping, etc. Donc moi, j'avais acheté un container complet que j'ai fait venir en Belgique. Et puis, je les avais vendus au détail. Je vendais ça un peu partout comme ça. Et là aussi, on avait gagné un peu d'argent. Et mais bon, je me suis dit, tiens, à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, mais je peux pas continuer ma vie comme ça. Parce que bon, un jour, je fais ça. Le lendemain, je fais ça. Et au final, je suis spécialisé dans rien. Je fais un peu de tout, mais en même temps, un peu de rien. Et je me rends chez Bruxelles Formation. Mais qu'est-ce que je vais faire? En fait, je me cherche, je me trouve pas. J'ai fait tellement de trucs. Encore, je te passe tous les jobs étudiants que j'ai fait au préalable. Hein. Je travaillais dans l'ORECA, je travaillais dans la démolition, j'ai travaillé à l'aéroport. J'ai fait toute une série de travail comme ça. Quand j'avais 12 ans, je déchargeais le camion de mon épicier du coin pour une pièce de 50 francs. Ça fait 1,25 €. Ouais, donc j'ai toujours eu cette valeur du travail, en fait. Hein. J'ai jamais chômé ou glandé. J'ai toujours bossé dur, en fait. Et à 25 ans, je me rends chez Bruxelles Formation. J'ai écouté, je rencontre une dame qui m'accueille. Elle me dit, oui, c'est pourquoi? J'ai écouté, madame, voilà, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. J'ai dit, je pense que vous faites des tests d'orientation. J'aimerais bien faire un test. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Je lui explique un peu mon parcours. Elle regarde, elle me dit, moi, je vous vois bien comme agent immobilier. Je dis, agent immobilier, je ne connais pas du tout. Je ne me suis jamais intéressé à l'immobilier. On était locataires. Mes parents ont toujours été locataires. Ils n'ont jamais été propriétaires. Une rencontre. Ouais. Donc, mes parents ont toujours été locataires parce que c'était la première vague d'immigrants qui sont venus en Belgique dans les années fin des années 60, 70. Donc, ils n'ont jamais eu accès à la propriété. Et donc, voilà, je n'avais pas d'entrepreneur ou de modèle dans l'immobilier dans ma famille, en tout cas. Ni dans mes amis, ni dans mes voisins. Voilà. Et elle m'a dit, je te vois bien là-dedans. Donc, j'ai été m'inscrire. J'ai fait 2 ans, comme je l'expliquais au début, juste les cours. Et pendant que je suivais les cours, je me suis pris de passion, en fait. Et la 3e année, comme j'ai expliqué, le 1er juin 2007, je me suis inscrit. J'ai réussi à obtenir un stage au sein d'une agence parce que je ne l'ai pas eu à mon premier entretien. Hein. J'ai fait 2-3 entretiens. On m'a envoyé à la gare. Hein. Tu n'as aucune expérience, etc. Il y en a même, je me rappelle, j'avais fait un bref stage avant de ce stage-là, de 2 jours dans une agence. Elle m'a dit, ouais, je ne pense pas que tu es fait pour ce métier. Tu sais, quand tu fais 2 ans de cours et que tu te prends de passion pour quelque chose et que quelqu'un te dit, je ne pense pas que tu es fait pour ce métier, et tu dis, en plus, c'est ta première expérience, je trouve ça tellement difficile pour un jeune qui veut se lancer, tu vois. Moi, aujourd'hui, avec mes stagiaires, je leur dirai jamais ça, tu vois. Et en fait, j'ai failli perdre tout moral et arrêter. Hein. Et donc, j'ai eu la chance de faire quelques entretiens après, dont chez Foncia. Et il y avait Thomas Louzet, c'était le directeur commercial qui m'a fait confiance, qui m'a fait 3 entretiens, qui m'a engagé. Et après, c'est peut-être ça qui m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis, en fait. Parce que pour le même prix, j'aurais abandonné. Hein. Oui, bien sûr. Bon, tu as toujours été indépendant. Et puis voilà, et puis c'est à ce moment-là que j'ai travaillé comme agent immobilier, comme je t'expliquais au départ. Je travaillais 3-4 ans au sein de cette agence, je me suis fait les dents. Puis j'ai ouvert mon agence, Directimo. J'ai travaillé encore 3-4-5 ans au sein de mon agence immobilière. Entre-temps, j'ai commencé à recruter, que ce soit des stagiaires ou des collaborateurs. Donc en 2014, je pense qu'à un moment donné, on était à 8-9 collaborateurs. L'agence prenait bien son envol. On avait du bon chiffre d'affaires. Je commençais à rencontrer des investisseurs, des marchands de biens, etc. J'ai commencé à travailler avec eux. Alors, ce qui était incroyable à ce moment-là, c'est que, comme beaucoup de personnes, je pense, et ça, je pense que c'est au niveau scolaire, hein, je pense qu'on ne nous ouvre pas assez l'esprit sur les capacités d'un être humain. Je parle pas, j'ai pas marché sur la Lune, hein, j'ai pas fait des choses comme Tesla, mais c'est que j'étais tellement bridé dans ma tête que je me disais, tiens, dans la vie, tu peux gagner que 10 000 €, 5 000 € par mois, comme agent immobilier, 7 000. Voilà. J'étais bridé à ça, au fait. Et ensuite, quand j'ai eu des collaborateurs, bon, ça devenait une agence qui faisait un peu plus de chiffre d'affaires. En fait. Mais j'ai eu le déclic quand j'ai commencé à travailler avec des marchands de biens. Quand j'ai vu les opérations qu'ils menaient,
quand j'ai vu sur un immeuble que je leur rapportais, un immeuble de rapport, qui me reconfiait la division de ce bien, que je revendais, la marge qu'ils prenaient, je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible de gagner autant d'argent. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et au préalable, avant de réaliser ces opérations, donc j'étais amené avec des amis, on se retrouvait, voilà, que ce soit à Place du Luxembourg ou autre, à discuter immobilier, au Châtelain, là où tous les agents immobiliers sont. Et alors, j'avais voilà, une personne avec qui je collaborais, qui m'avait présenté quelqu'un et qui m'expliquait qu'il avait fait une opération à Uccle, je ne sais plus où exactement, et qu'il avait pris 600 000 euros ou 400 ou 500 000 euros de bénéfices dessus. Et moi, j'étais assis sur ma chaise, j'ai failli tomber 3 fois de la chaise. Et dans ma tête, je me suis dit, mais je pensais que ces gens étaient des menteurs. Ouais. Je te promets. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est des mythomanes. Comment tu peux gagner autant d'argent? C'est indécent, tu vois. Et de deux, je me dis, dans ma configuration, dans mon cerveau, c'était pas possible, tu vois. Je réalisais pas. Jusqu'au jour où ça m'arrive. Et alors comment? Voilà, j'avais déjà mené une opération avec un marchand de biens, avec l'agence. Et il avait pris, je pense, 250 000 euros sur cette opération. C'est un immeuble de rapport de 4 unités que je lui ai apporté. Il me l'a confié. Il a fait l'acte de base, la division. J'ai revendu à la découpe. Il a pris le bénéfice au passage. En plus, c'était avec une option croisée. Il a pris 250 000, le mec. Il n'a pas mis un bal. Même l'option, il a signé avec 0. Je dis, mais c'est incroyable ce qu'on peut faire dans l'immobilier. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vendre les quelques appartements que j'avais achetés en privé. En fait, je t'ai parlé au départ, j'avais des appartements qui étaient disséminés un peu partout. J'avais une petite trésorerie, mais qui n'était pas suffisante. J'en ai vendu 2-3. Je me suis retrouvé avec un capital de plus ou moins 250 000 euros. Okay. Et plus, j'avais toujours mon activité donc d'agent immobilier qui continue à tourner. Et j'ai eu une opportunité. C'est un immeuble, chaussée de Louvain, numéro 615. Donc, on m'avait proposé ce bâtiment comme courtier. D'abord, j'ai essayé de le vendre à quelques marchands. Donc, j'ai fait visiter ça à 7-8 marchands à Bruxelles. Tout le monde m'a dit non. État d'avancement trop délabré, arrière-bâtiment affecté à production de biens immatériels. À l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas que c'était de l'audiovisuel, etc. Il n'y a personne qui voulait s'engager là-dedans. J'ai discuté avec le propriétaire. On s'est mis d'accord. J'ai acheté moi le bâtiment. Je me suis dit, OK, tu sais quoi? Je vais me lancer, on verra bien. J'ai racheté ce bâtiment 650 000 euros, je pense. Okay, ou 620 000, je ne sais plus exactement. Donc, j'ai été avec mes 250 000 euros. Donc, j'ai fait un plan financier. Avec les travaux, j'estimais qu'on allait arriver à 1 million sur cette opération. Et j'avais estimé les prix de vente à plus ou moins, je ne sais plus combien. Je vais à la banque, je présente le projet, j'explique que j'ai été agent immobilier depuis autant de temps, j'ai des investissements en privé que j'ai revendus, je montre que voilà, je m'y connais dans l'immobilier. C'est ça qui est important. C'est ça que les banquiers veulent savoir. S'ils te financent, ils veulent être sûrs que tu sais de quoi tu parles et ce que tu fais. Ce banquier m'a financé. J'ai mené l'opération. Ça a pris 1 an. Au bout d'1 an, j'ai terminé. On a tout revendu. Ça m'a coûté, j'ai eu un petit déplacement de budget. Hein. Je crois que ça m'a coûté aux alentours d'1 million, 1 million 100 000 euros. J'ai vendu 1 650 000. Donc à la découpe. Hein. Donc là, je me suis retrouvé avec 600 000 euros de plus-value. Donc là, j'ai vraiment compris qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier. Puis j'ai eu mon capital d'investissement de départ que j'ai retrouvé 250 000 euros. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec 900 000 euros. Voilà. Et c'est là, c'était en 2015, que ma carrière de marchand de biens a vraiment démarré. Et c'est là que j'ai décollé, en fait. Et voilà, et tu sais, lorsque j'ai signé les actes et que j'ai réalisé la vente, etc., et je voyais l'argent rentrer sur mon compte. Là, j'en revenais pas, en fait. Limite, je te jure, je te promets, limite, j'étais mal à l'aise, en fait. Parce que je trouvais que c'était indécent de gagner autant d'argent. Ben non, j'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? J'étais habitué, comme agent immobilier, quand je faisais 10-15 cas de com sur un mois, je me disais, mais je suis le roi du pétrole, moi. Quand je sortais, je dis, je suis le prince, moi, ici, tu vois. Et quand tu commences à gagner des sommes pareilles, c'est là que tu te dis, waouh. Mais il faut quand même, à ce moment-là, je pense, être sacrément costaud pour garder les pieds sur terrain. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont mené ce genre d'opération, mais aujourd'hui, ils ne sont pas assis à ma place. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont vu trop vite la grande vie et qu'ils sont cassés les dents. Mais vraiment, qui aujourd'hui se retrouvent de nouveau au plus bas de l'échelle. Pourquoi? Mauvaise gestion financière. Et c'est là que je suis content d'avoir eu un background où j'étais indépendant très jeune. Parce que quand j'avais mon internet café, je gagnais très bien ma vie. Je gagnais genre 800, 900 euros par mois. J'avais 21, 22 ans. Tu vois? Ça a duré comme ça pendant 2 ans, en fait. Et là, c'est vrai que j'ai gaspillé beaucoup d'argent. Bêtement. Je voulais une moto. J'allais chez le concessionnaire, j'achetais une moto. J'avais envie d'une SL cabriolet. C'était une Mercedes 300. À l'époque, c'était le summum. J'en ai acheté une. Tu vois, c'était d'occasion, mais à l'époque, c'était quand même 1 million de francs en belge. Ça fait 25 000 euros. Aujourd'hui, on dit c'est rien. C'est comme si tu achetais une voiture à 100 000 balles. Tu vois. Je voulais une moto, j'allais chez le concessionnaire, j'ai acheté une moto. CPR 600, hop, neuve. Je savais même pas rouler que j'ai été acheter une moto. Je suis sorti du concessionnaire, j'arrivais pas à la démarrer. Je faisais caler.
Chaque chose est calée, j'arrivais pas, j'avais pris 10 heures de cours, mais je savais pas rouler, tu vois. Et voilà, et puis tu sors, tu gaspilles de l'argent, tu vas en voyage, tu vas en vacances, etc. Tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis, l'argent, ça coule. Tous les jours, je gagne 800, 900 euros. C'est bien, ça va continuer comme ça. Jusqu'au jour où, à un moment donné, tu réalises que ça va peut-être pas toujours se passer comme ça, et quand ton chiffre d'affaires chute, tu vois, et là, tu dis, merde, quoi. Hein. Tu dis, putain, je gaspille autant d'argent pour rien, tu vois. Et du coup, quand j'ai fait ces opérations, c'était en 2015, j'avais 35 ans, tu vois. Ça m'est pas monté à la tête. Tu avais déjà tout le background avant. Oui. Exactement. Voilà, j'ai eu de l'argent plus jeune, j'ai gaspillé bêtement. Entre-temps, je suis retourné à retravailler difficilement parce que j'ai fait les marchés, etc. Faut pas oublier, hein. À 25 ans, tu prends une carte de marchand ambulant, tu vas dans un marché, en plein milieu de la population, tout le monde crie de tous les côtés, tu vends des chaussures à 10 balles ou des montres à 15 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ça te remet les idées en place. Et du coup, j'ai plus eu ces travers. Déjà, parce que j'avais déjà 7-8 ans d'expérience en immobilier en plus. Forcément, je voyais comment le marché était en train d'avancer. Et du coup, j'ai continué à ce moment-là à faire des investissements. Aussi de scaler. Exactement, exactement. Là, à ce moment-là, je me suis retrouvé avec une somme qui est relativement importante. Mon objectif, c'était, j'ai compris les systèmes financiers, j'ai compris à la banque, j'ai compris comment on peut lever des fonds, j'ai compris le système d'options, tu vois. Bien que j'ai utilisé qu'une ou deux fois, c'est pas quelque chose, parce qu'on vend beaucoup ça sur les réseaux aujourd'hui, hein. Mais croyez-moi, hein, si vous n'avez pas mon expérience, hein, touchez pas à ces trucs-là. Parce que vous pouvez brûler les doigts. C'est dangereux. Ouais. C'est très dangereux. Tu sais, on va y revenir plus tard. Je vais continuer d'abord de ça. Ensuite, après cette opération-là, j'avais une belle assise financière. Okay. Là, j'ai commencé à chercher plus de produits, chercher au cadastre, j'ai mis toute une stratégie en place pour pouvoir me sourcer et avoir un maximum de biens possible. Un mailing sur toutes les agences à Bruxelles, non-stop, toutes les 3 semaines. Putain, je suis à la recherche de produits, faites-le moi parvenir en priorité. Voilà, si vous me l'amenez, je vous donne une commission d'affaires et ensuite je vous donne le produit à la vente. Il faut appâter les agents immobiliers qui travaillent avec toi. Tu vois, c'est normal. On va dire que tu as 10-15 marchands. Tout le monde a l'habitude de travailler avec ces marchands, etc. Tu vois, si tu veux faire ta place dans le marché, à un moment donné, il faut te démarquer. Tu vois, donc tu sais quoi? Moi, je suis toujours partisan je regarde dans mon assiette, pas dans celle des autres. Si j'ai quelqu'un qui m'amène une belle affaire, je le rémunère. Ça me dérange pas du tout, en fait. Tu vois? Après, ça doit être quand même à hauteur de l'affaire. Si m'amène une affaire où je vais prendre 500 000 dessus, ça me dérange pas de lui donner 50 000. Tu vois? Mais c'est une affaire où il y a 200 000 euros de plus-value à prendre, il me demande 50 000, je lui donne pas. Tu vois? Je t'écoute 20 000 si tu veux, ou 15 000, c'est bon, mais je te donnerai pas plus. Si t'es pas content, va ailleurs. Mais avec moi, tu as une certitude. Parce que je suis un homme de parole. Quand je te dis je te paye, je te paye. Quand je dis j'achète, j'achète. Contrairement à beaucoup de personnes. Et dans ce métier, attention, il n'y a pas que des gens réglo. Hein. Moi, il y a un gars, il me doit encore 200 000 balles. Hein, et il se reconnaîtra s'il voit l'émission. J'ai réussi à lui retirer 180 000 parce que c'était une commission de 380 000 sur une affaire où il prend 2 millions. Mais c'est lui qui m'a proposé de me payer à cette hauteur-là. Le jour arrivé du paiement, ils essaient de me faire une doublette. Je ne suis même pas au courant que c'est en train de se signer. Ni lui, ni le vendeur, personne. Et alors, 180 000 sur la convention, 200 000 verbalement. 180 000, tu sais, pour les obtenir. Hein. J'ai dû la signer en justice 4 fois. J'ai gagné à chaque procès. Il fait appel, je gagne. J'ai dû lui envoyer les huissiers au cul pour qu'il me paye cette somme. C'est ce qu'il ose me dire. Ouais, mais les 200 000 euros, je me rappelle plus très bien comment c'était arrangé. Donc finalement, j'ai repris mes 180 000 euros, mais qui m'ont laissé un goût amer. Tu vois, envoyer quelqu'un, envoyer les avocats chaque fois, tribunaux, huissiers, te fait payer à compte-gouttes, etc. Donc voilà, il y a des gens qui sont très réglo, mais à côté de ça, il y en a qui sont pas réglo. Voilà. Et moi, je sais que ma réputation, elle est 10 sur 10. Parce que j'ai jamais laissé quelqu'un, un apporteur d'affaires ou un agent immobilier sur le carreau après avoir mené une opération que lui m'aurait apporté. C'est une question de principe. De toute façon, il y a de moins en moins de personnes de principe et moi, je le vois dans tout ce qu'on entreprend et même on l'a vu déjà avec Belgium Invest. Il y a certaines personnes avec qui tu vas parler et tu vas avoir des deals sans même avoir besoin de signer un contrat. Et tu en as d'autres que tu auras aidé et qui auront la première opportunité de te la mettre à l'envers et te la feront. Ah, exactement. Donc, ce que je dis toujours, c'est le calcul est pas bon. C'est qu'il calcule trop court terme en se disant, mais là, je peux me faire ça. Oui, mais bon, ton objectif aussi, c'est une relation peut t'amener bien plus sur du long terme. Donc, ça sert à rien de... C'est ça, une fois que tu as fait tes calculs et que tu vois ce que tu gagnes, c'est bon, quoi. C'est plus les 10, 15, 20 000 euros que tu dois rémunérer à ton apporteur qui vont faire la différence. Tu coupes la relation. Donc, en fait, exactement. Tu as pu gagner bien plus avec cette relation-là. Donc. Exactement. Et je pense que c'est pour ça encore qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui me font remonter des affaires parce qu'ils savent que je suis réglo, en fait. Tu vois. Donc, je pense que voilà, c'est une des clés aussi de la pérennité. Si tu veux durer dans le métier. Parce que sinon, ta réputation, elle est vite faite. Hein, tu vois. C'est un petit monde, hein, l'immobilier bruxellois. Surtout dans des opérations d'achat-vente, on n'est pas 1000. Hein. On doit être quoi, entre 10 et 20. Tu vois.
Après, t'en as toujours qui font une opération, qui se disent tout de suite marchand, ceci, cela, mais un peu différent. Le mec, il a acheté un immeuble, tu fais quoi dans la vie? Oh, je suis dans l'immobilier. Parle-moi un peu de ton parcours. Moi, j'ai acheté un immeuble, j'ai rénové. Ok, ça va. T'es dans l'immobilier, tu vois. Et puis, pour en revenir, voilà, après cette opération, j'ai continué à mener des opérations toujours de plus en plus importantes. J'ai continué à me constituer un parc immobilier locatif aussi, de placement. Pourquoi? J'ai 5-6 entités, au fait, tu vois. J'ai l'agence immobilière, j'ai VDB Capital, j'ai AT Immobilier, j'ai Immobilière Duval, j'ai VDM Promotion, je crois que j'ai encore une boîte, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Et toutes ces boîtes ont leurs caractéristiques, leurs spécificités. J'ai mon VDB qui fait principalement de l'achat-vente. Okay. Là, c'est vraiment de l'achat-vente pur. AT Immobilier, c'est mon parc immobilier locatif. Là, c'est que du patrimonial. J'ai VDM Promotion où je suis en partenariat avec un family office belge, on va dire, qui sont bailleurs de fonds pour mon entreprise, pour que je fasse des gros projets avec eux. Okay. Et j'ai encore une ou deux entités que je ne sais pas à quoi elles sont. Elles sont là, mais je devrais les faire fusionner pour éviter les frais comptables. Mais voilà, c'est pas encore fait. Donc, je me suis constitué un parc immobilier d'investissement locatif. Pourquoi? Parce que le métier dans l'achat-vente, faut pas oublier une chose, c'est un métier à part entière. Tu vois, tu dois avoir de l'énergie, du temps, tu dois faire ce métier. Tu peux pas faire ce métier et autre chose. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut faire ça en complément. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très, très difficile de faire ça en complément. Parce que si tu fais qu'une seule opération, peut-être. Mais si tu mènes 3, 4, 5 projets en même temps, il faut être costaud, c'est pour avoir un métier à part, tu vois, à côté. Le parc locatif, c'est pour assurer mes vieux jours. C'est le jour où j'en ai marre, où j'ai plus envie, où ça m'amuse plus, où ça me botte plus. Pour le moment, je m'éclate. Ça fait 15 ans que je m'éclate dans l'immobilier. Et depuis que je suis passé marchand, je m'éclate 10 fois plus. Si je sais pas moi, dans 5 ans ou à 55 ans, j'en ai marre, je m'éclate plus. J'ai envie d'arrêter. Je me dis, OK, je peux vivre confortablement de mes rentes. Et la manière dont j'opère, c'est que je fais beaucoup d'opérations en achat-vente. Mais à un moment donné, quand j'ai beaucoup trop de trésorerie, tu vois, on n'en a jamais assez, mais si tu as 2-3 millions de cash, ça veut dire que tu peux lever 10 millions à la banque. Tu vois. Mais est-ce que tu as envie de faire des opérations pour 10 millions? Ça veut dire minimum 7-8 projets en même temps à 1 million. Tu vois. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Tu n'étais pas forcément délégué non plus. Donc. Écoute, effectivement, moi, je mène tout seul. Voilà, j'ai mes collaborateurs qui m'aident pour certains trucs, mais mes opérations d'achat-vente, je fais tout seul. Je fais tout seul. Je ne veux pas me vanter, hein, mais je crois que j'ai atteint quasi la perfection dans ce domaine. Tu vois. Et je me rends compte, même quand je parle avec des professionnels, je sais qu'il y a des lacunes, je sais quelles sont ces lacunes, en fait, tu vois. Moi, sur 15 ans, j'ai touché tellement à tous les aspects de la profession, dans le résidentiel en tout cas. Je dis pas que je gère dans le commercial, dans le bureau, donc l'industriel, c'est quelque chose de différent. Mais dans le résidentiel, franchement, je te challenge de trouver quelqu'un qui aura le niveau d'excellence que j'ai quand je mène une opération. Je laisse rien au hasard. Je sais, à l'avance déjà, je sais exactement ce qui va se passer pendant le processus. Je te mets 4 coups d'échiquier à l'avance. Je sais ce qui va se passer. Que ce soit dans l'administratif ou dans l'état d'avancement des travaux ou à la revente. Tu vois. C'est ça qui fait un peu ma force. Et du coup, par exemple, si tu as trop de trésorerie, ce que je fais, c'est que je remonte une partie de cette trésorerie dans ma société d'investissement locatif. Et là, j'achète des immeubles où je mets une grosse partie en fonds propres et j'achète des immeubles à la garde. Pour que ce soit, premièrement, je prends des crédits sur 10 ans maximum, même 7 ans, 8 ans de temps en temps, pour qu'ils s'amortissent assez rapidement. Et en fait, cette boîte, comme il y a du patrimonial dedans, si tu veux, j'ai quasi pas de crédit dedans, en fait, très très court, très peu. Et en fait, ça devient comme un serpent qui se mord la queue. Parce que chaque année, pour baisser ta base imposable, il faut que tu achètes des nouveaux bâtiments pour avoir des frais d'enregistrement élevés, parce que tu peux l'amortir sur une année comptable, une année fiscale, tu vois. Donc chaque année, il faut que tu achètes. Tu achètes en continu, en fait, tu vois. Et donc voilà, j'essaie de trouver comme un jeu de vase communicant entre ces entreprises pour pouvoir garder suffisamment de trésorerie pour faire des belles opérations et en même temps avoir des placements financiers pour me dire, si un jour j'arrête, je suis tranquille. Après, c'est chacun en fonction de ses objectifs. Moi, j'aimerais bien arriver à 50 000 euros de revenus locatifs par mois. Okay. À ce moment-là, je me dis, OK, je pense que je peux assurer mes vieux jours. Tu peux partir en vacances. Ouais, profiter. Là, tu comptes plus. Tu fais tout ce que tu veux quand tu veux. C'est étrange parce que d'autres réfléchissent autrement. Ils voudraient plus un petit parachute doré en one shot, par exemple 10-15 millions. Et je profite de ces 10-15 millions. Mais toi, tu voudrais quand même du récurrent qui tombe tous les mois de manière échelonnée, quoi. Ouais, je dirais pas non 10-15 millions non plus, mais tu sais, l'argent sur un compte en banque, ça fond comme neige au soleil. Exactement. Et ça fait mal de voir un compte en banque qui baisse tout le temps. Tu vois. Du coup, moi, je préfère quand même, voilà. Et puis, ça reste pérenne. Et puis après, c'est peut-être aussi dans un objectif de pouvoir céder ça à mon fils, peut-être. Ouais, voilà. C'est de la diversification. Enfin, des revenus récurrents assurés, diversification. Ouais, exactement. Tu vois. Et puis, en même temps, même si tu as un jour, tu as levé le pied, avoir un parc immobilier de temps en temps, tu t'occupes de certains trucs, c'est bien. Ça fait une petite occupation aussi. Hein. Parce que moi, je ne vois pas ma vie sans rien faire. Je suis un passionné de l'immobilier. Je le fais par
Voilà, par amour, vraiment par passion. Ce qui m'animait au début quand j'ai commencé ma carrière, c'était de gagner un maximum d'argent possible. Je m'en foutais de tout le reste. Mais après, c'est devenu une passion. Aujourd'hui, l'argent est devenu accessoire. C'est drôle de dire ça, hein. Surtout, jamais je pensais qu'un jour j'aurais dit ça. Non. Mais aujourd'hui, l'argent est devenu accessoire. Attention, accessoire, ça veut pas dire je ferai un truc pour perdre de l'argent. Non. Ça jamais. Mais par contre, j'ai plus besoin, en fait. Tu vois, je peux arrêter de travailler demain. Je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai une zone de confort vraiment bien. Mais comme je fais ça avec passion, c'est quelque chose qui m'anime réellement. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que je continue à mener des opérations. J'ai acheté un immeuble la semaine passée. C'est un projet à 1,5 million. Ça me dit pourquoi tu le fais? Il y a encore du risque, il faut introduire des permis, etc. C'est 500 mètres carrés de reproduction de biens immatériels. Le premier, deuxième, troisième étage, c'est considéré comme des bureaux. Quatrième, cinquième, ils considèrent ça comme un duplex. Donc, je dois introduire un permis pour changer l'affectation du rez-de-chaussée, faire 5 unités de logement. T'es pas sûr de l'avoir, tu prends des risques. J'ai un emprunt de 900 000 dessus, je pense, ou même plus, je crois. Non, 1,2 million, pardon, 1,2 million. J'ai mis 400 000 en fonds propres et un emprunt d'1,2 million. Et j'ai pris encore un délai de 36 mois. 1 an pour le permis, 1 an pour les travaux, 1 an et demi, et pour les reventes. Donc, c'est tout juste, tu finis à 36 mois. Mais si l'opération fonctionne comme je veux, j'ai une marge de plus d'1,2 million dessus. Donc, au final, si tu réfléchis bien, dans cette opération, qui va me coûter 1,5 million, 1,6 million, hein, j'ai calculé que je peux en sortir 2,8 millions, 3 millions. Ça te fait 1,2 million, 1,4 million de marge, hein, si tout se passe comme prévu. Combien j'ai mis en fonds propres? 400 000. Avec 400 000, je peux faire 1 million de plus-value. Dis-moi, qu'est-ce qui peut te faire gagner plus d'argent que ça? La crypto, mon cul, j'ai perdu de l'argent. Trader en bourse, les meilleurs de chez BlackRock, ils font que 8% par an. BlackRock, la plus grande institution au monde. Tu vois? Donc, ce qu'on te vend sur les réseaux, là, je vais t'apprendre à trader, tu vas faire du x15, je vais t'apprendre à acheter de la crypto, tu vas faire du x10. C'est pas vrai. C'est peut-être le cas, mais pour une quantité infime de personnes. Ceux qui gagnent l'argent, c'est ceux qui vendent des formations. C'est pas les autres. T'as aucune sécurité. En fait, c'est complètement réalisable parce que tout est possible dans ces marchés-là, mais... T'as aucune sécurité. Un bourse, c'est plus compliqué. T'as aucune sécurité par rapport à la garantie que je te donne dans mon opération que je suis en train de mener aujourd'hui. Tu vois la force de l'effet levier, au fait. Ouais. Tu vois, quand tu as un beau track record à la banque et qu'on on te suit sur des projets, au fait, tu te dis, OK, sur le projet global à 1,6 million, c'est déjà exceptionnel de sortir 1 million quand tu as mis 1,6 million. Hein. C'est vraiment une top opération. Mais quand tu réfléchis que c'est sur la base de ton effet levier de 400 000, tu fais 1,2 million, sur 24 mois ou 30 mois, tu as tout compris, au fait. Hein. Tu vois? Clair. Et niveau opération, est-ce que tu as des opérations, par exemple, une opération, on va faire le plus gros échec si jamais tu en as eu, ouais, et la plus grosse réussite? Le plus gros échec, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais perdu d'argent. Tout ce que j'ai fait en immobilier, j'ai gagné de l'argent. Même pas une fois break-even où t'as je vais te l'expliquer maintenant. En septembre, ça fera 3 ans, j'ai acheté les anciens bureaux de TVA à Nivelles, boulevard des Archers 71. Derrière la grande place de Nivelles à 500 mètres. Belle situation, bel immeuble, un beau bloc. Je me suis dit, waouh, j'ai visité. On m'avait proposé ça à 1,9 million, j'ai fait le deal à 1,4 million, plus frais, 1,5 million. Okay, je mets mon architecte sur le coup, je me dis Nivelles, on est en Wallonie, les permis devraient être bien, quoi. Tu vois, ça devrait être facile. Surtout l'immeuble s'y prête et je fais un très beau projet. On a introduit le permis, refusé, recours, refusé, j'ai introduit un nouveau permis, problème, bâton dans les roues. Je perds 27 mois pour avoir mon permis, je l'ai eu en décembre de l'année dernière, 2 mois d'affichage, purgé tout recours en janvier. Je pouvais commencer mes travaux. Je suis déjà, entre-temps, ce qui se passe, c'est que il y a eu la hausse des taux d'intérêt sur les 2 dernières années. J'avais un straight loan sur 1 million, 500 000 en fonds propres, 1 million, ligne de crédit. Sur ma ligne de crédit, je payais 2007 par mois, j'étais à 2,4 en intérêt, je suis passé à 5,35. Donc, j'ai commencé à payer 5 000 par mois. Pendant 2 ans, j'ai payé 5 000 euros par mois. Donc, ça m'a déjà coûté, aujourd'hui, on est presque sur la 3e année, 150 000 euros en frais d'intérêt bancaire. Okay, ça m'a coûté 2 fois le précompte immobilier. Je vais recevoir le 3e, 32 000 euros, ou 32 ou 35 000. Je suis déjà à combien? 150 000, 120 000, plus 60, 70 000, je suis à 190 000. 20 000 euros en frais d'avocat, 210 000. 70 000 euros en frais d'architecte, pour sortir, je suis déjà à 280 000. 1,5 million plus 280, 1 780 000. T'es d'accord? Vous êtes d'accord jusqu'ici? Hein? J'ai eu mon permis, ils m'ont tellement dégoûté que j'ai renoncé à faire le projet. J'ai signé une offre il y a 3 semaines, je l'ai vendu à 1,7 million. C'est la première fois de ma vie que je perds de l'argent. Je perds 80 000 sur l'opération. Et tu t'en sais pas. Et par contre, je pouvais en gagner. Hein. Je pouvais en gagner comment? J'avais prévu un budget de 2,4 millions pour les travaux. Donc 1,7 million plus 2,4 millions, je suis à 4 millions 100, c'est ça? Hein, c'est ça plus ou moins? 7,4, oui. Ouais, 4 millions 100. 4 millions 100, on va dire plus un imprévu, 100 000, 4 millions 2. Tableau, plan financier, 18 mois de travaux. J'ai compté plus la revente, 2 ans encore. En prix de vente, je serai à 5,6 millions. Et surtout que le marché est dynamique maintenant en Wallonie, parce que ça va être des biens qui vont être vendus sur les droits d'enregistrement à 3%. Donc j'ai compté 5,6 millions avec peut-être une
potentielle prise de valeur encore sur les 2 années qui viennent de 100 000 euros, 5,7 millions. Donc, ça fait un delta d'1,5 million. Mais en fait, l'administration m'a tellement refroidi que j'ai renoncé au projet. Ça m'a dégoûté, au fait. Je me suis dit, je le fais plus. Et mais oui, parce que pour avoir le permis, on m'a tellement emmerdé qu'à la fin, j'ai pris mon avocat, mon architecte. Il y a mon avocat, tu appelles le bourgmestre, je veux un rendez-vous avec lui. On est rentré. J'étais dans le bureau du bourgmestre. On était les yeux dans les yeux. Il avait ces 2 architectes communaux là qui mettaient des bâtons dans les rues depuis le début, au fait. J'avais mon architecte, mon avocat. J'ai dit, bon, voilà. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça fait 2 ans que j'attends ce permis. Je dis, je comprends pas. Je dis, vous avez vos architectes là qui sont à côté de vous là. À chaque proposition, ils nous mettent des bâtons dans les roues. J'ai dit, c'est un immeuble qui est là, qui est abandonné depuis 10 ans. Ouais. Je vous fais 2 commerces et 14 appartements de luxe parce que je voulais 18 appartements au début. Ils m'ont dit non. J'ai dit, OK, 2 commerces, 14 appartements. J'ai un arrière-bâtiment, on voulait que je démolisse en plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, ouais, on va essayer de regarder. Je regardais un peu. Et puis le bourgmestre me dit, oui, mais OK, ça va, on va pouvoir trouver une solution. Mais il faut nous faire des propositions. Je dis, monsieur le bourgmestre, il n'y a plus de propositions. J'ai dit, c'est terminé le jeu de propositions. Parce que les collaborateurs qui sont là, j'ai dit, sur chaque proposition, ils nous envoient bouler. J'ai dit, moi, ça fait 2 ans. Vous savez, c'est très simple, j'ai dit. On trouve une solution maintenant que je suis dans vos bureaux. Quand je sors d'ici, c'est fini. J'abandonne le bâtiment, j'en ai rien que je vais perdre de l'argent. Je ne sais pas si vous avez des squatteurs en Wallonie ou pas, ici à Nivelles. Hein. À Bruxelles, il y en a. Un immeuble, il ne s'est pas resté 3 mois vide. Hein. J'ai dit, vous allez, non, je veux surtout pas ça, on aura des squatteurs, j'ai déjà 2 immeubles, c'est la galère. J'ai dit, écoutez, on trouve une solution maintenant ou c'est ce que je fais. Il a regardé ses avocats, ses architectes, il a dit, monsieur a raison, on va trouver une solution ici dans le bureau. J'ai dit, écoutez, mon architecte est là, ils se mettent ensemble, on se met d'accord. J'ai dit, voilà ce qui pose problème, c'est ça, c'est ça. Mon conseil, elle est là. J'ai dit, maître, prenez note. J'ai dit, on prend note de tout. C'est comme un huissier, j'ai dit. Hein. On vous renvoie le mail avec ce qu'on s'est mis d'accord. Moi, je veux mon permis. Je suis sorti de là. On a fait les adaptations comme prévu. 2 mois après, je repasse au collège et c'est bon, j'avais mon permis. Tu te rends compte où il faut arriver? C'est quasi de la menace. Tu te rends compte? 27 mois, un immeuble qui fait tâche, abandonné. C'est dingue. Hein. Et voilà. Et en fait, à cause de toutes ces péripéties, ça m'a refroidi du projet. Donc voilà, j'ai eu une offre. Malheureusement, pas à la hauteur de ce que je voulais. J'ai eu d'abord 1,5 million, j'ai refusé. J'ai eu 1,6 million, j'ai refusé. Puis j'ai une dernière offre à 1,7 million, j'ai fait mes calculs, j'ai dit OK, je perds 80 000. J'ai un partenaire sur ce projet-là. On perd 40 000 chacun. Mais c'est de la plus-value qu'on a dégagée d'une autre opération, on a pris 2 millions. Donc je me dis OK, c'est pas la mer à boire. C'est pas l'aide de la poche. Ça, c'était ma plus grosse perte. Mais ce qui est, par contre, avant de parler justement de ton plus gros gain, on va dire ta meilleure opération, mais c'est pour ceux qui écoutent, c'est hyper intéressant parce que tu montres justement que sur une opération, tu as rencontré énormément de cas de figure complètement différents, énormément de frais auxquels les gens ne penseraient pas forcément, quoi. Frais d'avocat et ainsi de suite. Et du coup, c'est faut toujours bien se renseigner et anticiper quand même au minimum. Je pense que toi, ta force, comme tu l'as dit, c'est organisation et discipline, quoi. Tu es vraiment très organisé. Tu as des coups d'avance, tu regardes vraiment tous les points, tu laisses rien au hasard, quoi. Et c'est ça qui fait qu'au final, tu te plantes pas. Non, c'est vrai, effectivement. Tu sais, je suis quelqu'un d'hyper structuré. Hein. Si quelqu'un me voit de l'extérieur, là, sur mes vidéos Instagram où je fais rire les gens, tu vois, mais tu dois me voir en back-office, je suis hyper structuré. Hein. Tu rentres chez moi au bureau, tout est classé au moindre détail. Hein. J'ai pas le temps de laisser 7 mails traîner en me disant je vais y répondre après-demain. Hein, parce que ça s'enchaîne tellement. Tu as 6 boîtes. Sur les 6 boîtes, tu as des bâtiments différents. Tu vois, tu as des investissements différents, tu as des avocats différents, tu as des contrats différents, tu as des entrepreneurs différents. Tu t'imagines le nombre de mails que tu reçois et le nombre de factures? Tu te rends compte? Tu sais, c'est bête, hein, mais tu as un immeuble où tu as 4-5 unités, tu as des locataires qui rentrent, qui sortent, etc., où tu es en train de faire vider pour faire des travaux, etc. Mais rien que faire chaque fois les documents d'Engie, Electrabel et du Vivant, tu comprends? On dirait que c'est un détail quand je te le cite. Mais c'est un truc sur 200 trucs en même temps que tu dois faire quasi tout le temps, toutes les semaines. Ouais. Tu vois? Donc, tu n'as pas le temps de laisser traîner les choses. Moi, j'ai un cerveau à tiroir. J'ai des tiroirs qui sont ouverts. Même quand je suis ici avec vous, vous savez que je suis des fois en train de penser à des autres trucs. J'ai des tiroirs qui sont ouverts, tu vois? Et alors, je dois fermer les tiroirs. Tu vois? Et tant que le tiroir, il n'est pas fermé, ça me bousille l'esprit. Ça me bousille pas, mais je sais qu'il est là, que ça doit être exécuté, tu vois? Alors, j'ai des collaborateurs, de temps en temps, je leur dis, écoute, va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Je vois le lendemain. C'est fait. Ah ouais, mais quand je te demande de faire un truc, ça doit être fait tout de suite. J'ai dit, il n'y a pas de laisser à demain. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, parce que mon tiroir, il est ouvert. Il faut que le tiroir, il se ferme. Parce que je lui dis, tu sais pas l'énergie que ça me demande de devoir te demander, parce que je sais que tu fais pas toujours ce que je te demande à temps, de vérifier que ça a été fait. Parce que toi, tu sous-estimes les conséquences que ça peut avoir. Tu vois? Donc, quand je te demande que ça doit être fait, ça doit être fait. Point à la ligne, c'est tout. C'est comme moi, comme mes tâches, tout doit être fait. Sinon, tu t'en sors pas, c'est pas possible. Si t'as pas cette rigueur dans ton organisation, t'es voué à l'échec. Tu vois? Non, je t'assure, tu vois. Et voilà.
Ça, c'est un peu pour la partie organisationnelle. Pour la partie meilleur coup, le plus gros coup que j'ai fait. Ouais, on y est maintenant. Mais beaucoup de risques. Hein. Je te dirais les choses comme ça. Ton profil